Bonjour à toutes et à tous, Alan Pinata, je suis médecin en maladies infectieuses au CHU de Rouen et je vais vous présenter ce jour un travail que j'ai réalisé lors de mon court séjour en Guyane qui concerne l'utilisation des bêta-glucanes dans le diagnostic d'histoplasmose et d'infections fongiques invasives en général chez le sujet VIH. Je vais commencer par vous parler rapidement de VIH, puis un bref rappel sur les infections fongiques invasives avant de passer au vif du sujet avec histoplasmose et bêta-glucane, encore une fois des rappels. Donc le VIH en 2018 dans le monde, c'est 37,9 millions de personnes vivant avec le VIH, 53% avec une charge virale circulante. France métropolitaine, un problème avec un problème peut-être un peu moindre avec une incidence de 1,9 pour 1000 tests réalisés positifs et une tendance à la diminution. En Guyane française, pas du tout les mêmes chiffres, puisqu'on est à 6,9 pour 1000 tests réalisés qui est positif, une incidence à 896 découvertes de VIH par million d'habitants, et souvent des formes plus sévères avec des CD4 plus bas, et découvertes au stade SIDA, ce qui en fait bien sûr un problème de santé publique. Les infections fongiques invasives en France, actuellement, c'est une mortalité de 28% toutes causes confondues. Chez les patients VIH, une incidence de 39 pour 1000. La VIH représentant la 5e cause d'infection fongique invasive, la première cause étant représentée par la pneumocystose et la cryptococcose. En Guyane française, on n'a pas du tout la même épidémiologie, puisque la première cause d'infection fongique invasive chez le sujet VIH, c'est l'histoplasmose. C'est jusqu'à 25 à 30% des patients vivant avec le VIH. C'est la première cause de maladie classante SIDA. C'est la première cause de mortalité chez le patient vivant avec le VIH. Ce qui en fait encore une fois un problème de santé publique. L'histoplasmose, c'est un champignon qui est dit dimorphique, c'est-à-dire qu'il a deux formes. Une forme levuriforme à 37 degrés qui est plutôt intracellulaire, une forme filamenteuse à 25-30 degrés qui présente la forme contagieuse qu'on retrouve dans l'environnement. L'environnement dans lequel on retrouve le plus souvent, c'est les sols enrichis de guano, de chauves-souris ou d'oiseaux. Et son expression clinique, elle reste aspécifique. Avec une forme pulmonaire qui est principalement asymptomatique et touche essentiellement le sujet immunocompétent, peut aussi donner des tableaux de pneumopathie aiguë communautaire, voire de syndrome de détresse respiratoire aiguë qui sont plus rares. Et des formes disséminées qui vont nous intéresser un petit peu plus aujourd'hui avec une expression polymorphe et multifocale, un tableau classique de pseudomyéliaire de polyadénopathie, mais avec des formes aussi hématologiques principalement représentées par le syndrome d'activation macrophagique, les formes digestives avec des hémorragies digestives et les formes surrénaliennes qui peuvent aller jusqu'à l'insuffisance surrénalienne. C'est principalement la forme qu'on retrouve chez le sujet VIH, avec des défaillances multiviscérales, voire des chocs hémodynamiques. Actuellement, le diagnostic d'histoplasmose repose sur 4 grands tests. Le premier, qui représente le gold standard, c'est la culture et l'examen direct. Il y a une sensibilité assez variable en fonction du degré de sévérité de la maladie, mais surtout du site de prélèvement. Donc moelle osseuse, il peut y avoir des prélèvements bronchiques, etc. Cette culture représente un risque sanitaire qui nécessite un laboratoire P3. Il y a un délai de rendu d'environ 30 jours pour la culture. L'antigène histoplasma, qui a une bonne sensibilité et une bonne spécificité, et qui présente le principal problème d'une accessibilité en Amérique latine et d'un coût qui le rend inutilisable dans ces régions, et qui est actuellement utilisé essentiellement aux États-Unis. Les sérologies, avec une faible sensibilité chez le sujet VIH qui ne se reconvertit pas toujours pour l'histoplasmose, et surtout un délai de positivité entre le début de la maladie et la positivité, on considère qu'il y a environ 3 à 4 semaines, ce qui ne permet pas de faire de diagnostic précoce. Et enfin la PCR, qui est en cours d'investigation, qui a une bonne sensibilité, actuellement prouvée essentiellement sur des prélèvements positifs. Traitement actuellement, c'est les recommandations de l'IDSA qui le guident en 2007, avec l'amphotericine B pour les formes sévères et un relais par itraconazole. Le bêta-déglycane, c'est un polysaccharide de la paroi de la plupart des champignons. Dans les infections fongiques invasives, les bêta-déglycanes ont déjà fait leurs preuves, principalement par une valeur prédictive négative intéressante avec des pourcentages de 91 à 93%, mais aussi une sensibilité et une spécificité qui peut monter jusqu'à 97% en fonction du type de champignon. Le test qui est utilisé dans notre étude, c'est un test Fongitel qui est réalisé sur sérum. Il peut aussi l'être sur le LCR, comme on peut le voir dans certaines études, et la norme du laboratoire elle est fixée à 80 picogrammes par millilitre.
L'objectif de notre étude, ça a été de décrire les caractéristiques diagnostiques des bêta-glycanes dans les infections fongiques et principalement dans l'histoplasmose en Guyane française. L'objectif secondaire, c'était d'étudier les critères cliniques, biologiques, radiologiques qui sont associés à l'histoplasmose chez le patient VIH. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude rétrospective observationnelle monocentrique au centre hospitalier de Cayenne avec un recueil de 2000 des patients se présentant au CHC du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2020. On inclut donc tous les patients avec un dosage de bêta-glycane, un VIH positif et un âge supérieur à 18 ans. On a exclu les patients avec les données manquantes pour lesquelles on n'avait pas le diagnostic de sortie et on a exclu les dosages répétés. On a donc pris simplement les patients avec le premier dosage réalisé à but diagnostique. On a recueilli toutes les caractéristiques démographiques, cliniques, biologiques et radiologiques pour ces patients. La définition de cas pour la pneumocystose et la cryptococose, on n'a pas eu de souci. On a utilisé les recommandations mises à jour en 2019, les recommandations européennes. Pour l'histoplasmose, ça a été un petit peu plus compliqué, il n'y avait pas de franches recommandations. On a donc considéré comme des cas prouvés tout patient avec une présentation compatible et une preuve microbiologique, une culture ou un examen direct positif. Comme cas probable des patients avec une présentation clinique, biologique et radiologique compatible, une amélioration sous traitement et l'absence de diagnostic et de traitement concomitants qui peuvent être confondants, comme par exemple la tuberculose et la pneumocystose. Et enfin, on a considéré comme possible tous les patients avec un diagnostic retenu en fin d'hospitalisation, un traitement spécifique entrepris, mais sans les critères nécessaires pour les classer en prouvé ou probable. On a utilisé comme population témoin tous les patients avec un dosage de bêta-glycane, donc, mais sans diagnostic d'histoplasmose prouvé, probable ou possible. On a donc étudié 557 dossiers, on en a exclu très rapidement 279 sur une absence de séropositivité, 8 sur manque de données et 23 sur des populations pédiatriques. Sur les 278 restants, on a enlevé 73 dosages redondants et on a exclu 14 patients pour données manquantes. En tout, on a donc une population de 191 patients qui sont inclus dans notre étude. Sur les 191 patients, on avait 70 patients avec une infection fongique invasive, donc 34% de la population totale. C'était essentiellement des histoplasmoses avec 49 patients, 24 prouvés, 9 probables, 16 possibles. On avait aussi 6 cryptococoses et 15 pneumocystoses. Les autres infections, c'était essentiellement des infections bactériennes pour 39% de la population, donc la première cause d'infection chez ces patients, 20% d'infections virales et 13% d'infections parasitaires. Ils sont répartis comme ceci. Donc pour les infections parasitaires, c'est essentiellement la toxoplasmose qui est au premier plan. Pour les infections bactériennes, on a les pneumopathies bactériennes et les tuberculoses en premier plan. Et pour les infections virales, on a les infections à CMV essentiellement. Les bêta-glycanes étaient positifs pour une norme à 40 picogrammes par millilitre chez 67 patients, donc 35%, et supérieur à 80 picogrammes par millilitre chez un quart de notre population totale. Concernant les caractéristiques diagnostiques de ces bêta-glycanes, on a regardé dans la population avec histoplasmose prouvée et probable et chez la totalité des patients avec infection fongique invasive. Et pour une norme fixée à 40 picogrammes par millilitre, on a des valeurs prédictives négatives qui sont très intéressantes pour une histoplasmose prouvée et probable, avec malheureusement une sensibilité et une spécificité moindre, puisqu'elle tourne environ à 70%. Pour les infections invasives, fongiques invasives totales, on avait une valeur prédictive négative un peu moins intéressante à 79%. Si on prenait maintenant une norme à 80 picogrammes par millilitre, on retrouvait à peu près les mêmes chiffres concernant les valeurs prédictives négatives, un petit peu moins élevées à 89% pour l'histoplasmose prouvée et 87% pour l'histoplasmose prouvée ou probable, avec une spécificité qui montait un petit peu à 81%. De même pour les infections fongiques invasives totales pour cette même norme. On a réalisé une courbe ROC, on retrouve une R sur la courbe à 0,75. On a ensuite comparé les populations avec histoplasmose prouvée ou probable à la population témoin que j'ai décrit juste avant. On a comparé donc histoplasmose prouvée témoin et histoplasmose prouvée probable et témoin.
On avait des différences significatives en termes de données démographiques, principalement sur le sexe. On avait plus de patients masculins, plus d'hommes dans la population d'histoplasmose prouvée, éprouvée et probable. On avait aussi plus d'anomalies scanographiques chez ces mêmes populations avec histoplasmose que dans la population témoin, puisqu'il y avait quasiment 100% de nos patients avec histoplasmose qui avaient une anomalie contre environ 50% de ceux sans. Et on avait plus de dénutrition chez nos patients avec histoplasmose, avec environ soit 50 à 70% chez la population avec histoplasmose et un tiers de la population sans histoplasmose. Concernant les caractéristiques biologiques maintenant, on avait des choses qu'on retrouvait déjà dans la littérature, à savoir des cytopénies, principalement des anémies et des thrombopénies. On avait une leucopénie qui était retrouvée dans la population quand on comparait la population histoplasmose prouvée et probable, mais pas quand on comparait la population témoin à la population d'histoplasmose prouvée. On avait, comme on s'y attendait, une immunodépression plus marquée avec des CD4 plus bas, une charge virale plus élevée dans la population avec histoplasmose. Enfin, on avait, et c'est là que ça devient un peu plus nouveau et intéressant, ferritine qui était significativement plus élevée dans cette population avec histoplasmose, avec néanmoins un fibrinogène qui était, lui, plus bas significativement dans le groupe avec histoplasmose. Ça nous a un petit peu interpellé puisque la ferritine, le fibrinogène, on le sait, c'est un marqueur qui peut être retrouvé comme augmenté dans les inflammations. Et dans ces populations avec histoplasmose, on a une ferritine qui est déjà très augmentée, donc une inflammation marquée, mais avec ce fibrinogène un petit peu bas. Et ce qui nous a un peu interloqué et nous a fait proposer un score qu'on a appelé la dissociation ferritine-fibrinogène, qui était lui aussi significativement associé à l'histoplasmose, avec environ 60% des patients atteints et 10% des patients témoins avec une dissociation. Bien sûr, les bêta-déglycanes étaient eux aussi significativement associés à l'histoplasmose, que ce soit avec une norme à 40 ou à 80 picogrammes par millilitre. On est ensuite allé aussi comparer l'histoplasmose prouvée probable à la tuberculose, puisque c'est notre diagnostic différentiel le plus fréquent en Guyane. On retrouvait encore une fois des cytopénies plus marquées, comme on en a vu dans la population un peu plus générale. Encore une fois, cette fameuse dissociation ferritine-fibrinogène, cette fois qui devient intéressante puisqu'on voit que la comparaison du taux de ferritine entre histoplasmose et tuberculose n'est pas significativement différent, et c'est finalement le fibrinogène qui est différent et qui rend cette significativité à la dissociation ferritine-fibrinogène. On avait aussi une immunodépression plus marquée et des LDH un petit peu plus élevés. Et bien sûr, une moyenne de bêta-déglycanes significativement plus élevée chez les patients avec histoplasmose prouvée. Donc, quel intérêt d'avoir étudié ces bêta-déglycanes dans l'histoplasmose? Actuellement, il y a très peu d'outils, principalement en Amérique latine, pour ce diagnostic d'histoplasmose chez ces patients VIH. C'est une pathologie qui est endémique dans cette région avec une mortalité importante. Et il y a peu d'études actuellement, il n'y en a aucune qui ont été faites en Amérique latine, et il n'y en a aucune qui ont été faites chez spécifiquement le sujet avec VIH. Notre étude a mis en avant un dosage qui est intéressant, principalement avec une norme à 40 picogrammes par millilitre, et ça c'est surtout au travers de sa valeur prédictive négative qui va pouvoir nous aider. On peut mieux faire avec ce dosage, probablement, parce que quand on étudie certaines sous-populations, on a des résultats aussi intéressants. Si on prend premièrement les patients avec des bêta-déglycanes négatifs et un diagnostic d'histoplasmose, on se retrouve avec une population avec une expression pulmonaire significativement plus élevée. On a donc une interprétation des bêta-déglycanes qui peuvent être prudents chez cette sous-population de patients avec histoplasmose à expression pulmonaire. Peut-être qu'il faut répéter les dosages chez cette population ou orienter les prélèvements, par exemple, sur des prélèvements bronchiques. On a ensuite étudié les patients avec une élévation des bêta-déglycanes, donc supérieure à 80, et en absence de diagnostic d'histoplasmose. Et dans cette sous-population, on avait 30 patients, on a retrouvé 26 causes de ce que j'ai noté de faux positifs, mais qui sont des causes reconnues d'élévation des bêta-déglycanes. Donc on a par exemple l'utilisation d'antibiotiques comme l'augmentin ou la tazocilline, ou alors les mycoses superficielles étendues, ou des choses qui touchent pas mal les patients VIH.
On a enfin étudié une sous-population, encore une fois, avec une présence d'organomégalie clinique ou radiologique associée à une élévation des bêta-glycanes à 40 picogrammes par millilitre. Et là, on retrouve une spécificité à 87%, une valeur prédictive négative qui est tout aussi intéressante, ce qui nous pousse à proposer une approche globale pour ces patients, peut-être à travers un score, par exemple. En parlant de score, il y a d'autres paramètres qui ont été retrouvés associés à l'histoplasmose. Donc cette fameuse dissociation ferritine-fibrinogène, comme je vous l'ai dit, qui est liée à l'inflammation marquée, témoignée qui a pour témoin l'élévation de la ferritine sans pour autant avoir une élévation du fibrinogène dans cette population. Alors il y a plusieurs possibilités, c'est probablement une intrication de plusieurs étiologies qui s'imbriquent. Donc il y a la consommation, la diminution l'absence d'augmentation du fibrinogène, ça peut être deux choses, soit une consommation par une CIVD dans le cadre d'un syndrome d'activation macrophagique par exemple, ou une diminution de synthèse par exemple dans une dénutrition qu'on retrouve plus fréquemment associée dans l'histoplasmose, ou une insuffisance hépatocellulaire sur une atteinte hépatique de l'histoplasmose. Ça a une spécificité assez intéressante dans le diagnostic d'histoplasmose, avec une spécificité à 90%, une valeur prédictive négative à 90%. La présence d'anomalies radiologiques aussi, on va retrouver avec une bonne sensibilité et une valeur prédictive négative très intéressante à 96%, et bien sûr une faible spécificité puisque 50% de la population totale environ avait des anomalies radiologiques. Et enfin les cytopénies qui sont déjà décrits dans la littérature. On s'est ensuite intéressé à la tuberculose et à l'histoplasmose. L'intérêt de faire cette comparaison, c'était c'était deux infections endémiques en Amérique latine avec une expression clinique et paraclinique très très proche et une implication thérapeutique assez lourde avec de fortes interactions essentiellement entre les azolés et la rifampicine. Il y a donc une nécessité de discrimination rapide de ces deux pathologies pour introduire un traitement. Et ça nécessite forcément des outils diagnostiques qu'on n'a pas encore isolés. Probablement que ça passera par un score diagnostique, parce qu'on a retrouvé pas mal d'associations significatives de paramètres avec l'histoplasmose comparé à la tuberculose. Par exemple les cytopénies, les CD4 plus bas et l'élévation des LDH, mais aussi la dissociation ferritine-fibrinogène et bien sûr les bêta-glycanes. Et le biais de notre étude, c'est que c'est une étude rétrospective. Il y a forcément un biais de recueil puisqu'on prend seulement les patients avec dosage de bêta-glycanes, donc qui sont souvent plus sévères, avec des CD4 plus bas et beaucoup plus d'hospitalisation. On a une présentation, mais finalement on a une représentativité des patients chez qui on aurait aimé avoir ce dosage de bêta-glycanes, donc ça reste intéressant. On a aussi un biais de sélection sur la définition d'histoplasmose probable, effectivement, parce qu'on a utilisé des paramètres biologiques et radiologiques pour la définition de ces histoplasmoses probables. Donc on s'attendait finalement à les retrouver significativement associés forcément à l'histoplasmose. Finalement, ces outils, c'est ce qu'on utilise actuellement dans la pratique courante. C'est des paramètres qui ont déjà été démontrés comme associés à l'histoplasmose. Et surtout, il y a des associations qui sont persistantes avec l'histoplasmose prouvée, hormis la leucopénie, qui, dans cette population d'histoplasmose prouvée, chez qui on n'a pas utilisé finalement de critères biologiques ou radiologiques spécifiques pour la définition. En conclusion, c'est la première étude sur les bêta-glycanes et l'histoplasmose chez les patients vivant avec le VIH en Amérique latine. Il y a un intérêt des bêta-glycanes principalement à travers sa valeur prédictive négative. Néanmoins, je pense qu'un score pourrait être intéressant, principalement pour augmenter la spécificité de ce test. Mais bien sûr, tout ça, ça ne dispense pas d'exploration microbiologique complémentaire. Je vous remercie de votre attention et je serai disponible pour les questions si besoin. Merci Alan pour la présentation. On a quelques minutes pour quelques questions s'il y en a dans la salle. Alors bonjour Alan, Antoine. Donc moi j'avais une question donc, sur l'expression des résultats là. Je pense que ce serait important d'exprimer les intervalles de confiance à de la valeur prédictive négative, parce que comme on a de petits effectifs, je voulais savoir si tu les avais calculés là sur le 91% chez les cas prouvés, pour voir jusqu'où on descend sur la borne basse de l'intervalle de confiance. Tu l'avais fait ou pas?
Ouais, du coup, j'ai pas calculé l'intervalle de confiance. J'avoue que j'ai fait mes stats moi-même et j'étais pas capable. D'accord. Donc, ok, je pense que ça sera important dans la discussion. Et puis, donc effectivement, la part quand on compare avec la tuberculose, moi j'avais fait ce travail-là et on retrouvait une inflammation plus marquée. Et la consommation là, de fibrinogènes nous amène sur les histoires de syndrome d'activation macrophagique. Et est-ce que tu avais essayé c'est une définition de cas qui est très compliquée sur des études rétrospectives. Est-ce que tu avais essayé de définir la part des individus qui avaient un syndrome d'activation macrophagique dans la population? Alors oui, je l'avais noté dans mon recueil. J'avais pas repris tous les critères diagnostiques, j'avoue. J'avais seulement pris les conclusions à la fin de l'hospitalisation. J'ai plus le chiffre en tête exactement, mais il y en avait très peu qui répondaient vraiment aux critères de syndrome d'activation macrophagique. D'accord. Parce qu'on avait regardé les syndromes d'activation macrophagique chez le patient affecté par le VIH de façon rétrospective et c'est quasiment 100% des SAM chez les patients affectés par le VIH, c'est l'histoplasmose. Oui. C'est aussi un élément d'orientation clinique. Voilà. Et voilà. Et donc tu parlais du problème de l'accessibilité du test de détection d'antigènes par le coût. Nous, on a de la chance d'être dans une zone européenne parce que je crois que le Fingitel bat les records de coût. C'est un test qui est très très cher, mais c'est effectivement probablement un bon test d'orientation diagnostique. Et je pense que dans le travail que tu as fait, ça serait intéressant de voir, comme il y a beaucoup de faux positifs qui sont liés à des stratégies de prise en charge médicamenteuse, Matazo ou autre, de voir à quel moment, par rapport à l'admission, a été fait le test pour essayer probablement de le faire le plus précocement possible chez les patients qui sont naïfs de tout contaminant ou traitement qui pourrait éviter qu'on considère les patients positifs au bêta-glucane. Voilà, donc je ne sais pas si tu avais recueilli cette information. Je n'avais pas recueilli précisément le nombre de jours, mais j'avais essayé d'avoir des patients qui étaient soit sous antibiothérapie au moment du dosage, si j'arrivais à le savoir, ou soit quelques jours avant, mais je n'étais pas allé plus loin qu'une semaine avant. En considérant qu'une semaine avant, ça n'influençait pas forcément le résultat. Ok. En tout cas, je te félicite de toute façon pour ce travail. C'est vrai que c'est un travail qui est très original. Nous aussi, on est en train de finaliser la fameuse analyse d'une autre étude qu'on a faite sous un autre angle. Et beaucoup de gens se posent des questions sur cette thématique. Et on voit que la Guyane, ici, peut jouer un rôle moteur sur une thématique diagnostique importante pour un problème de santé publique. Merci pour cette présentation. Alors, on a toujours approché l'apport du test bêta-glucane par rapport à sa valeur prédictive positive et par rapport à sa pertinence dans le diagnostic. Là, tu apportes des résultats sous une autre approche, c'est sa valeur prédictive négative, qui est très très importante, très très intéressante, mais qui sous-entend une disponibilité immédiate, parce que là, on part sur quelque chose de la valeur d'un test de dépistage, on n'est plus sur un test de diagnostic, enfin, on prend l'approche d'un autre angle. Donc, ce qui veut dire que le test doit être, ou le résultat du test doit être disponible immédiatement. Je veux bien entendre que c'est un test qui est un peu cher, mais si on regarde un peu en pharmacoéconomie, ce que ça coûte en ambisome, je pense que c'est beaucoup plus cher si on n'avait pas initié la cure sur la base d'un résultat négatif. Je pense que ça, c'est la force de ton travail. Je pense que ton travail a... bon, après, il y a des petits ajustements statistiques à faire, mais je pense que ta force, c'est que tu apportes un test de dépistage qui a une très forte valeur prédictive négative, qui doit être présent, qui doit être disponible immédiatement. Autrement, on partirait sur une cure d'un antifongique, enfin d'un médicament qui coûterait très très cher, et je pense que la cure coûterait même 10 fois ce qu'aurait coûté le test, quoi. Ok.
C'est vrai que cette histoire de délai, elle est vraiment intéressante, de délai de rendu de résultat. Nous, à Saint-Laurent, on met 10 à 15 jours à récupérer ce résultat de bêta-déglucane. Donc, c'est des patients qui sont déjà traités pour une histoplasmose suspectée. Et après, derrière, on récupère le résultat. Mais si on pouvait avoir le résultat plus rapidement sur les résultats de ce travail, c'est vrai que ce serait intéressant.